Mesdames et messieurs, bonjour. Quel plaisir pour moi de vous accueillir ici à la Faculté de médecine pour cette leçon inaugurale du professeur Olivier Miquelin. Je vais me permettre de le présenter. Olivier Miquelin est titulaire d'un master en physique de l'EPFL et d'un diplôme fédéral de médecin obtenu à l'Université de Lausanne en 1997. Il rejoint ensuite le laboratoire de Martin Karplus, futur lauréat du prix Nobel de chimie en 2013, aux universités de Harvard et de Strasbourg, où il travaille sur la modélisation du complexe TCR-peptide et obtient un MD-PhD en 2001. De retour en Suisse, il rejoint l'Institut suisse de bioinformatique en tant que chef de groupe dans le domaine de la modélisation moléculaire. Parallèlement, il se forme en oncologie médicale au CHUV. Il est nommé professeur assistant à la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne en 2004, puis professeur associé en 2011, puis professeur ordinaire en 2019. Au sein du CHUV, il sera successivement responsable de la clinique du mélanome, médecin adjoint au centre pluridisciplinaire d'oncologie, puis en 2016, médecin-chef du centre d'oncologie de précision. Dès 2017, il initie avec ses collègues DHUG et du CHUV un tumor board moléculaire conjoint entre Genève et Vaud, une plateforme clinique multidisciplinaire de discussion et d'interprétation des données moléculaires complexes pour faciliter la prise en charge des patientes et des patients. Spécialiste de l'oncologie de précision, Olivier Miquelin allie en effet recherche fondamentale et clinique afin notamment d'intégrer les données multi-omiques pour déterminer le traitement optimal pour chaque malade et développer de nouvelles immunothérapies. En octobre 2022, il y a une année, il est nommé professeur ordinaire au département de médecine de la faculté de médecine de l'Université de Genève et chef du département d'oncologie des hôpitaux universitaires de Genève. Il prend également la tête d'un nouveau service, le service d'oncologie de précision des hôpitaux universitaires de Genève et la vice-coordination du centre de recherche translationnelle en oncohématologie de la faculté de médecine de notre université, en collaboration avec son compère, le professeur Michael Pittet. Il est aussi nommé directeur du Centre suisse du cancer de l'arc lémanique, le SCCL, et co-dirige avec le professeur Boden-Miller de l'École polytechnique de Zurich l'ambition programme national SPHN d'oncologie de précision qui vise ni plus ni moins à fédérer les données des patients atteints des cancers, et ce au niveau de toute la Suisse, afin d'augmenter la capacité de faire de la recherche de qualité. Et puisque le professeur Miquelin aime les données et les chiffres, on l'aura compris, précisons qu'il fait aussi partie, cette année encore, et selon le Web of Science, du top 1% des chercheurs les plus cités au monde, toutes disciplines scientifiques confondues. Mais au-delà de ces chiffres, même si ceci explique probablement cela, Olivier Miquelin est avant tout une véritable machine à tisser des liens, à explorer des nouvelles opportunités de collaboration interdisciplinaire, à croire véritablement en l'intelligence collective, à créer des synergies innovantes, et cela avec une générosité et un enthousiasme qui sont tout simplement exemplaires. Cher Olivier, c'est un vrai bonheur que de t'avoir au sein de notre faculté de médecine, et nous nous réjouissons de t'entendre ta leçon inaugurale. Et sans plus attendre, je passe la parole au directeur général des HUG, M. Bertrand Lebras. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le doyen, Monsieur le président de la Fondation ISREC, merci de votre présence, parce que finalement, quand on parle oncologie, on parle aussi oncologie lémanique, et on parle aussi logique, qui sont au-delà des frontières uniquement genevoises et de l'Aversois. Donc merci de ta présence. Cher Olivier, alors le bonheur qu'il y a quand on passe l'un après l'autre, c'est que les gens qui nous ont préparé des discours avec énormément de pertinence ont dit à peu près la même chose dans le discours de l'un et de l'autre. Alors je vais commencer par une précision extrêmement importante, mesdames, messieurs, à l'occasion d'une leçon inaugurale, c'est l'occasion d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à Olivier Miquelin et pas Olivier Miquelin, si vous posiez encore la question. Excuse-moi, voilà. Mais comme ça, au moins, on sait tous. Voilà, je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Donc, c'est normal. Si vous avez besoin d'un moyen mnémotechnique, dites-vous que l'oncologie de précision, c'est que 1 est unique et partout. Et donc, c'est bien Miquel 1 et pas Miquel in. Même si in est dans tout, voilà. Mais bref, j'aimerais juste te souhaiter la bienvenue
te souhaiter la bienvenue en me réjouissant à la fois de t'entendre sur toute l'intelligence et l'ambition et l'envie que tu nous apportes, mais aussi, surtout, te souhaiter la bienvenue parce que, et ça a été dit par notre doyen, l'expertise que tu apportes se conjugue avec un engagement extraordinaire et avec un enthousiasme et une sympathie que l'on te connaît. Alors, cette expertise, eh bien, elle est aussi, je dirais, vous toutes et tous dans cette salle, depuis toujours, si vous avez embrassé des professions médico-soignantes, c'est pour être avec les individus, avec une individualisation de la médecine. Et pourtant, on sait à quel point il y a les champs de tout ce que nous allons commencer à défricher, à découvrir, à continuer à faire pour individualiser encore plus et à travers à la fois des données globales, permettre des traitements qui sont individualisés et spécialisés. Et là, Olivier, bien, tu nous amènes à la fois l'envie, l'espoir pour des centaines, des milliers de patients dans le monde, mais aussi chez nous, puisque, on le sait, l'oncologie touche de plus en plus de personnes, puisqu'effectivement, eh bien, on est passé d'une maladie qui, malheureusement, est encore une maladie très fréquente, mais une maladie qui est de plus en plus, avec la manière dont on la soigne, une maladie avec laquelle les gens apprennent à vivre et continuent à vivre. Et donc, l'oncologie de précision est aussi cette capacité extraordinaire que nous avons envie d'apporter à nos patientes et à nos patients. Alors, bienvenue parce que non seulement tu nous apportes ton expertise, mais tu nous apportes aussi, et c'est un plaisir de travailler avec toi, tout cet enthousiasme, toute cette envie de créer des ponts, toute cette envie aussi de s'ouvrir et de réussir à fédérer ensemble autour d'une énergie, puisque, vous le savez, Olivier n'est pas seulement chef du service d'oncologie de précision, il est également chef du département d'oncologie, et je me réjouis d'avoir ici aussi un certain nombre de ses représentants éminents, puisque nous sommes très fiers à Genève d'avoir une oncologie forte, une oncologie ambitieuse, et une oncologie qui est à même d'apporter aux patientes et aux patients qui l'attendent des solutions. Et puis, je le redis, je l'ai dit par rapport à la présence du président de la Fondation ISREC, je me réjouis aussi que les collaborations et les ponts qui existent, pas seulement avec Lausanne, mais aussi, et puis je vais faire un débat un peu plus élevé sur Horizon Europe et sur notre capacité aussi d'être dans un monde, eh bien, il est important de créer des ponts, il est important de créer des passerelles et de ne pas s'emmurer dans nos certitudes. Il est important aussi d'ouvrir à d'autres, et dans ce cadre-là, eh bien, l'oncologie de précision est aussi un exemple à suivre. On ne fera pas de l'oncologie de précision tout seul dans notre coin, on n'en fera qu'avec les autres et qu'en participant et en partageant le savoir, les données, et puis en les amenant auprès des patientes et des patients. Alors, bienvenue au HUG, bienvenue aux hôpitaux universitaires de Genève, ce qui veut dire à la fois la faculté de médecine et les HUG, pour les patientes, pour les patients, mais aussi pour la recherche, pour l'enseignement, pour tout ce que tu nous apportes déjà aujourd'hui, mais tout ce que tu vas nous apporter dans le futur. Bienvenue et merci, je me réjouis beaucoup de t'entendre. Monsieur le doyen, monsieur le directeur général, monsieur le président de la Fondation ISREC, mesdames, messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, chers proches, c'est un grand plaisir et beaucoup d'émotion pour moi de vous accueillir ici pour cette leçon inaugurale que j'ai le plaisir de faire une année après mon entrée en fonction ici au HUG et à l'Université de Genève. Et j'ai découvert, en mettant mes valises ici, un ensemble de compétences exceptionnelles, une capacité à travailler ensemble, que ce soit au niveau de la faculté ou des hôpitaux exceptionnels. Et pendant cette leçon, j'aimerais vous montrer les premiers résultats, ce qu'on est en train d'essayer de construire, dont le but unique d'améliorer la prise en charge des patients. Tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, il y aura de l'intelligence artificielle, il y aura de la science des données. Tout ça va dans la direction d'optimiser la prise en charge des patients et de leur venir en aide dans une maladie qui, malheureusement, continue à atteindre énormément de personnes. Vous voyez ici les risques cumulés sur toute une vie. Un homme sur deux, une femme sur trois, ce sont des chiffres extrêmement spectaculaires. Et cette situation ne va pas aller en s'améliorant si l'incidence augmente un peu, surtout sous l'effet du vieillissement de la population. Les cancers arrivent plus tôt à l'âge mûr et plus tard. On a en plus un autre facteur qui est les progrès thérapeutiques. Alors ça, en soi, c'est une bonne nouvelle, mais la survie des patients augmente, et ça, c'est bien entendu ce qu'on désire.
désire faire, mais la manière, enfin, le fait que ces deux paramètres agissent en même temps fait que nos projections pour 2040 nous font penser qu'on aura un doublement du nombre de patients sous traitement dans nos unités. Et ça, c'est une réalité auquel il faut se préparer maintenant. Il faut être capable, dans les systèmes de soins, que ce soit au sein d'un hôpital comme les HUG, en bonne harmonie et intelligence avec le secteur privé, arriver à gérer cet accroissement qui sinon va nous dépasser. Alors, j'aimerais vraiment commencer cette leçon par le centre de notre intérêt, ce qui fait qu'on se lève tous les matins. C'est le patient. Nous traitons tous des patients, nous avons tous la volonté de leur venir en aide. Je pense que toute personne qui a travaillé en oncologie attrape ce virus rapidement, tant ces situations sont délicates. Vous voyez ici un patient que j'ai traité il y a quelques années, qui a un mélanome métastatique, tous les points noirs, hormis ici le cerveau que vous voyez ici, tous les points noirs sont des métastases de son mélanome. Et on se pose la question, comment venir en aide à un patient avec une maladie progressive, rapide comme celle-ci? On peut étudier les cellules cancéreuses du patient en prenant une biopsie. Et puis, on a maintenant des thérapies ciblées qui sont capables d'attaquer directement les cellules tumorales et qui ont une efficacité absolument redoutable. Cette maladie soumise à ces agents, ces thérapies ciblées, va fondre comme neige au soleil. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on a fait chez ce patient. Pourquoi ça? En fait, on sait maintenant que ces thérapies ne durent pas longtemps, que le patient va récidiver. Et on a maintenant compris mieux la biologie des tumeurs et comment le système immunitaire s'articule autour de celles-ci. Vous voyez que les cellules ici, j'ai représenté des petits points rouges qui sont les antigènes, c'est les mutations, c'est ce qui est anormal dans la tumeur et qui sont en fait des points d'ancrage. C'est ce que le système immunitaire va voir et utiliser pour détruire les cellules cancéreuses. Ils sont présentés à des cellules espions qui sont capables d'armer le système immunitaire, les lymphocytes T, et ces globules blancs vont revenir, patrouiller dans le corps entier et détruire les cellules cancéreuses. Alors, c'est un cycle qui se met en place pour nous faire lutter contre le cancer. Et malheureusement, lorsqu'on développe un cancer, ce cycle est défectueux à un endroit ou l'autre des étapes clés de ce processus. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut faire des immunothérapies qui peuvent s'exprimer de différentes manières, mais dont le but est vraiment de renforcer l'action de ces fameux lymphocytes, de ces globules blancs. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut faire ça par des vaccins, on peut faire ça par des thérapies cellulaires, artificiellement, en prenant ces lymphocytes, en les faisant croître en culture, en les réinjectant. Et on peut aussi utiliser des anticorps, des molécules qui vont aller se coller sur les lymphocytes ou ailleurs pour les surstimuler. Et c'est le choix qu'on a fait chez ce patient. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais une des choses que je voulais mentionner ici, c'est le fait que la science des données, que ce soit au niveau de la biologie ou des données cliniques, commence à nous aider à faire ce genre de choix. Pourquoi partir sur une immunothérapie plutôt qu'une thérapie ciblée? Quelle immunothérapie? Comment l'administrer pour que le patient en dérive le bénéfice maximal? Alors ce patient, on lui a fait effectivement une immunothérapie et vous voyez le résultat qui est hautement spectaculaire. Vous voyez que toutes les métastases ont fondu. Il n'a pas présenté de toxicité. Et vous voyez qu'il reste ici un petit point qui est effectivement une métastase résiduelle qui disparaîtra lors des cycles suivants. Vous voyez ici l'échelle de temps. Donc non seulement c'est extrêmement efficace, mais c'est en plus rapide et aucune toxicité en l'occurrence. C'est malheureusement pas toujours le cas. On sait que ce patient est probablement guéri. Il n'a plus de traitement depuis 2020. Et se dire, c'est vrai qu'en tant qu'oncologue, qu'un patient aussi avancé est potentiellement guéri, c'est quelque chose qui est extrêmement réjouissant. On sait maintenant que les mélanomes métastatiques, à 5 ans, ont une courbe de survie qui est exactement la même que la population normale, et on peut commencer à parler de guérison. Alors, évidemment, on est extrêmement content de voir ici cette barre qui est à 50%. 50% de patients dans cet état pourraient être guéris, peuvent être guéris, mais évidemment qu'il y a les 50% qui n'ont pas été guéris. Et comment comprendre pourquoi certains patients avec exactement le même traitement vont être guéris et d'autres pas? Ça, c'est l'idée de la personnalisation. Comment personnaliser le traitement pour qu'on monte cette courbe, non pas à 50%, mais à 100%, qui est bien sûr notre but ultime à tous. Alors la personnalisation, qu'est-ce que c'est?
le directeur général en a parlé très bien, c'est l'idée de se dire, plutôt que d'appliquer un traitement à une population globale non sélectionnée, que j'ai représentée par ces patients gris, dans lesquels une immunothérapie, un traitement ciblé ou autre, va nous donner une courbe de survie comme vous la voyez ici. La personnalisation, c'est de se doter d'un petit stylo ou de plusieurs petits stylos, un bic multicolore magique qui nous permet d'aller mettre une couleur sur chaque patient. Et pourquoi faire cela? Parce qu'avec ces couleurs, on peut maintenant regrouper les patients en différents sous-populations, avec l'idée que ces sous-populations, elles, ont un bénéfice à des traitements adaptés au profil exact de ces patients qui est nettement supérieur. Alors, par exemple, les patients orange ont un traitement A qui est extrêmement efficace. Les patients bleus, si on les traite avec le traitement A, par définition, puisqu'on a extrait tous les patients qui répondent au traitement A dans les patients orange, n'auront pas de bénéfice au traitement A. Par contre, il existe probablement un traitement B pour lequel ces patients vont avoir un bénéfice, et ainsi de suite pour le traitement C. Vous voyez qu'ici, il reste une partie des patients qui n'ont pas de traitement. Et ça, c'est bien sûr l'objectif de la recherche, comment diminuer cette population, comment faire en sorte d'amener l'innovation là où c'est vraiment nécessaire et d'utiliser au mieux les molécules dont on dispose actuellement. Alors, comment est-ce qu'on fait cette personnalisation? Quels sont les besoins pour la recherche? Et là, je vais reprendre ce cycle de l'immunité tumorale. Et rappelez que c'est en fait beaucoup plus complexe. Les globules blancs qui vont aller détruire la cellule cancéreuse sont sous la régulation de nombreuses autres cellules, de nombreux autres facteurs, et il faut les comprendre pour pouvoir les antagoniser et faire en sorte de restaurer l'immunité. Mais il y a aussi des cellules non immunitaires, par exemple les vaisseaux, qui peuvent amener à des résistances. Et voyez ici, si on sépare cette population, on peut d'un côté avoir les cellules tumorales, les cellules du micro-environnement immunitaire et puis les cellules du micro-environnement non immunitaire, par exemple les vaisseaux, le tissu conjonctif. Et bien sûr qu'on veut attaquer les cellules cancéreuses, c'est une de nos cibles de choix, mais on peut aussi se dire, si on sait que certaines cellules sont immunosuppressives, amènent à la progression de la maladie, essayer de les éliminer ou de les reprogrammer. Ça, c'est les travaux fantastiques de Michael Pittet, entre autres. Et on peut aussi se dire, essayons peut-être d'assoiffer la tumeur en bloquant les vaisseaux qui sont nécessaires pour son apport d'oxygène, de glucose et autres. Quand on a une action thérapeutique comme celle-ci, il faut bien sûr la réintégrer dans toute l'homéostasie, les interactions complexes du milieu, parce qu'évidemment, le fait de toucher les vaisseaux uniquement va avoir des conséquences sur toutes sortes d'autres aspects. Par exemple, le système immunitaire. Est-ce que le système immunitaire va pouvoir jouer son rôle de la même manière si les vaisseaux sont touchés? Est-ce qu'il va y avoir une conséquence sur les cellules cancéreuses et autres? Donc il faut aussi, après cette phase de dissection, être capable de réintégrer l'information. Et on a maintenant des capacités à faire cela qui sont en pleine explosion. Je vous montre ici en haut une coupe de tumeur qui est colorée par la coloration standard qui s'appelle HE, que l'on fait continuellement en pathologie. Et je salue ici la présence de la professeure Roubia. J'en parlerai beaucoup tout au long de l'exposé, car c'est vraiment une collaboration essentielle avec nous. Et on a aussi des techniques qui nous permettent de colorer certaines particularités des cellules sur ces coupes. On a ici de l'immunofluorescence. Il y a énormément d'informations dans ces coupes et on pense que c'est une des choses qui va nous permettre de guider la précision dans les années à venir. Alors vous l'avez compris, il y a beaucoup de données, il va falloir être capable de faire sens de ces données et l'intelligence artificielle qui pouvait sembler comme un dada dans ces domaines est en train de devenir une pierre angulaire, quelque chose qui doit absolument être intégré. En oncologie, on a maintenant des très bonnes lignes de traitement qui ont été définies par des études prospectives randomisées. On sait exactement comment prendre en charge les patients, la ligne 1, la ligne 2. Mais arrive le moment où on n'a plus d'évidence, où on ne sait plus comment continuer à prendre en charge une maladie qui progresse. Et c'est là où l'oncologie de précision peut amener une aide. Et comment est-ce qu'on fait ça? On sort du contexte de l'organe, du cancer du poumon, du cancer du côlon, et on se base sur toutes les données qui sont à disposition. J'ai listé ici un ensemble de données que l'on peut commencer à utiliser et intégrer avec de l'intelligence artificielle
pour guider la suite de la prise en charge. On comprend que ce petit nœud ici fait appel à des équipes interdisciplinaires, à des collaborations. On ne peut pas, comme le disait notre directeur, faire de l'oncologie de précision tout seul dans un coin. Il faut être capable d'avoir des scientifiques de la donnée, des biologistes, des pathologues, des généticiens, des oncologues, des informaticiens pour pouvoir faire ce travail. Et c'est ça qui est vraiment important et qui fait que les hôpitaux universitaires vont jouer un rôle majeur dans cette révolution. On assiste en fait vraiment à un changement de paradigme en recherche de manière générale. La recherche a travaillé longtemps avec une hypothèse qu'on validait ou invalidait sur la base d'une expérience pour avoir une conclusion. Et maintenant, la science des données est en train de créer un nouveau paradigme où on utilise l'exploration des données pour générer des hypothèses, les tester directement dans le set de données, apprendre et formuler la question avec les données. Et ça, évidemment, c'est extrêmement puissant, mais ça demande d'être capable de valider nos hypothèses finalement sur d'autres données qui n'ont pas été utilisées dans le set d'entraînement. Parce que comme je vous le montrais dans un petit instant, nos algorithmes sont tellement capables d'apprendre qu'ils vont trouver des associations partout. Donc il faut être capable de valider avec des données externes pour avoir une conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en recherche actuellement? Vous avez beaucoup entendu parler, je pense, de ChatGPT, des réseaux de neurones. Et qu'est-ce que c'est que ces réseaux de neurones? Mais ce sont des programmes mathématiques qu'on simule sur des ordinateurs qui sont artificiels, mais qui représentent la structure d'un réel réseau. Alors, c'est fortement simplifié, bien entendu, mais on s'est rendu compte que ces réseaux étaient capables d'apprendre et, une fois entraînés, de faire des prédictions qui, si la question est dans le set d'entraînement, et ça c'est un point extrêmement important, peut être une réponse extrêmement pertinente. Si la question n'est pas dans le set d'entraînement de ce réseau de neurones, elle peut être catastrophiquement mauvaise. Donc il faut rester extrêmement prudent avec l'utilisation de ces outils. Mais toujours est-il que depuis 2012, on a la capacité maintenant de traiter avec des réseaux de neurones extrêmement performants, très larges, et qui nous permettent de faire des entraînements de ce type-là, où le réseau va apprendre un chien ou un chat sur une panoplie d'images, et puis être capable, lorsqu'on lui donne une nouvelle image, de dire voilà, c'est un chien ou c'est un chat. Pour vous montrer un peu la complexité sous-jacente, j'aimerais vous montrer un tout petit exemple, mais qui, je crois, met en perspective ce qu'on a réussi à accomplir au cours des dernières années avec ces réseaux de neurones. On va ici donner un réseau de neurones deux droites qui séparent le plan entre une partie négative et une partie positive, soit verticale, soit horizontale. Donc il s'agit ici vraiment de l'input, de ce qu'on donne à manger au réseau de neurones. Et puis l'idée, c'est de séparer des groupes de points que vous voyez ici, des points en orange et en bleu. On aimerait trouver la solution qui sépare ces points au mieux. Alors on va commencer ici maintenant la simulation. Vous voyez que les réseaux ici les lignes traduisent l'importance de ce réseau, de ce neurone. Et vous voyez qu'ici, en combinant ces deux inputs, on est capable de trouver une droite qui est diagonale et qu'on combine avec celle-ci pour finalement trouver une solution parfaite qui sépare les points. Donc là, le réseau de neurones a été capable de trouver une solution excellente à ce problème. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. On va lui donner une distribution de points qui est radiale. Et vous avez tout de suite compris qu'il n'y aura aucune droite qui va réussir à faire ce travail. Alors l'algorithme tricote tant qu'il peut et il trouve une sorte de forme comme ça en V pour approximer au mieux. Mais il n'a clairement pas la capacité de résoudre ce problème. Pour essayer d'avancer, on fait quoi? On va rajouter deux neurones. Donc je vais rajouter ici maintenant deux neurones dans la couche cachée. Et vous voyez la solution qui est trouvée, qui est absolument parfaite. Et comment c'est fait? En combinant une droite comme ça et une droite verticale. Vous voyez ici le poids à nouveau des différents neurones. Et ce qui est même intéressant, c'est que le neurone numéro 2 ici, il n'est pas utilisé. En fait, l'algorithme a été capable de comprendre qu'il n'avait même pas besoin de ce neurone-là pour résoudre ce problème. Donc vous voyez le saut quantique qu'on fait entre deux neurones et actuellement 3 neurones pour arriver à résoudre un problème qui finalement est relativement complexe. Donc on est passé de 2 à 3 neurones. ChatGPT a 175 milliards de paramètres et donc plus de centaines de milliards de neurones. Donc vous arrivez, je pense que c'est une bonne manière pour essayer de s'imaginer à quel point ces outils sont capables d'aller chercher du signal dans des données, de devenir prédictifs et de s'entraîner
pour comprendre des données complexes. Vous savez que ChatGPT est capable de passer l'examen du barreau aux États-Unis. Il est dans les 10% les moins bons élèves, mais il passe l'examen. ChatGPT 4 est dans le 10% des meilleurs. Et donc, il y a une demi-génération de GPT entre les deux. Donc, je vous laisse imaginer qu'est-ce qu'il se passe quand on sera à GPT 17. Donc, on se rend compte que l'intelligence artificielle, là, est en train vraiment de devenir un outil extrêmement puissant. La question, bien sûr, c'est est-ce qu'elle est capable de faire de l'oncologie ? Vous voyez ici une question que j'ai soumise à ChatGPT. C'est bien sûr une question fictive. Il est extrêmement dangereux de mettre toutes données confidentielles hors d'un hôpital. Et bien entendu, ça, c'est un cas totalement fictif d'un mélanome avec une certaine profondeur d'invasion. Un ganglion positif qui signe un stade 3. Et puis, j'ai mis une question compliquée en disant il y a une lésion suspecte sur l'IRM. Quel est le stade de la maladie ? Vous voyez que ChatGPT 3.5 arrive à gérer ce conditionnel et dire, voilà, si la lésion est confirmée au niveau cérébral, alors c'est un stade 4. Si la lésion n'est pas confirmée, alors c'est un stade 1 ou 2. Alors ça, c'est fantastique, il arrive à gérer cette condition. Par contre, ici, il est tout faux. Stade 1, 2, ce serait un stade 3, il y a une atteinte ganglionnaire. On passe à GPT 4, qui fait tout juste. Le stade, il comprend le Breslow, il comprend le sentinelle positif, il comprend que le scan est négatif, il comprend que l'IRM est suspecte, il fait la condition en disant, voilà, probablement c'est un stade 4 si la lésion est confirmée, sinon c'est un stade 3, et il dit même comment avancer, comment résoudre le problème. Et ça, c'est un entraînement. GPT n'est pas fait pour faire de l'oncologie. Donc, vous vous rendez compte la puissance de ces outils, et bien évidemment, on va essayer d'implémenter ce genre de technologie complètement à l'intérieur de l'hôpital. Aucune donnée, bien sûr, ne peut sortir, mais on a maintenant des outils similaires qui vont être capables de travailler au sein des murs d'un hôpital avec toutes les sécurités nécessaires. Et bien sûr, le consentement des patients. Alors, la science des données est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça et pour laquelle on connaît de nombreux biais, de nombreux risques. Un des risques que j'aimerais vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Comme vous l'avez vu, avec 173 millions de paramètres, ces programmes sont capables de comprendre à peu près n'importe quoi et de trouver des relations peut-être là où il n'y en a pas. Et vous voyez, au lieu de trouver une droite qui coupe ces deux points, on va trouver quelque chose qui serpente exactement entre tous les points. Et on comprend bien que ce qu'on a voulu comprendre de ces analyses ne va pas être transporté sur un autre set de données qu'on va utiliser. Donc là, on a l'algorithme qui a trop appris de ces données spécifiques et qui perd la vision globale qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres données. Donc ça, c'est un premier risque, le surapprentissage. Le deuxième, c'est un exemple qui, je crois, est assez illustratif pour montrer que le data science est assez vieux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés regardaient les avions qui revenaient du combat et ils ont vu des patterns, des motifs d'impact de balles et ils se sont dit « Ah, on va renforcer l'avion là où il y a les impacts de balles ». Et ils n'étaient pas très loin de commencer à le faire jusqu'à ce que peut-être un des premiers scientifiques des données de l'époque lève le doigt et dise « Mais je pense que c'est tout faux parce que la distribution des balles est probablement parfaitement homogène, mais les balles qui ont touché les moteurs ou le cockpit font que les avions ne sont jamais revenus. » Donc en fait, on se rend compte qu'il peut y avoir un biais qui est extrêmement important, qui s'appelle un biais de survie, et qui est important parce qu'il est même avant l'analyse. Avant même l'analyse, votre set de données fait qu'il vous manque une partie importante de l'information. Comment ça se traduit en oncologie ? On fait beaucoup maintenant d'analyse en cellules uniques. Et on est en fait capable d'interroger chaque cellule individuellement. Je vous ai montré dans les petits exemples au début. Mais il se peut très bien que pendant nos analyses, il y ait une des cellules qui meurt simplement parce qu'elle est moins stable et elle n'est pas capable de résister à notre trajet d'analyse. Et en fait, c'est des choses qu'on voit réellement et on peut avoir des cellules qui manquent complètement. Donc, il nous manque une partie de l'information pour comprendre le problème. Donc, il faut rester extrêmement prudent sur ces technologies, mais je crois qu'on commence à vraiment comprendre quels sont les risques et comment les maîtriser. On sait maintenant que le système de soins est en digitalisation, on a de plus en plus d'informations qu'on peut utiliser, et j'aimerais vous montrer où on en est maintenant pour les exploiter. Alors, il y a bien sûr des données cliniques, on a des données extrêmement riches au niveau des HUG, que ce soit le diagnostic, le stade de la maladie, est-ce que le patient a répondu au traitement A, B, C ou D.
On a des données qui nous sont remontées directement des patients à travers des smartphones. On a ces données de génomique ou d'analyse moléculaire dont je vous ai parlé. Et puis, on a les images. Les images sont probablement parmi les sets de données les plus riches dont on dispose parce que ce sont des données phénotypiques. Ça nous dit comment, in fine, la tumeur se comporte et ce qui se passe vraiment au niveau de la biologie. Le grand défi, c'est d'arriver à intégrer toutes ces données et puis de les comparer à des données de référence pour savoir ce qui est normal, anormal, associé ou pas. Et finalement, ramener toutes ces données dans un ensemble interdisciplinaire de médecins, de chercheurs, de bioinformaticiens, de data scientists, de pathologues, pour arriver à prendre une décision commune sur un traitement. Et ce qui est très important, c'est que cette information maintenant doit retourner impérativement dans le set de données, parce qu'on comprend bien ici qu'il y a un enrichissement très important, il y a énormément d'informations qui ont été utilisées, et le fait que ce traitement fonctionne ou ne fonctionne pas est évidemment une pierre très importante à l'édifice des données qu'on va utiliser pour le patient suivant. Donc il faut créer cette boucle vertueuse où les données de chaque patient amènent à une prise en charge meilleure du patient suivant. On aimerait que toutes les données de notre set de données soient parfaitement structurées, qu'on nous dise, voilà, le patient répond, ne répond pas, les lésions sont à tel organe et pas dans un autre. Malheureusement, très souvent, dans un hôpital universitaire, et pourtant Dieu sait que la qualité de la récolte d'informations de nos médecins est magnifique, on a beaucoup de données qui sont sous forme textuelle. C'est-à-dire que le radiologue ou le médecin nucléariste va écrire un narratif, des phrases pour nous dire ce qu'il pense de l'évolution du patient. En disant, voilà, le patient, je pense qu'il répond parce que je vois que des lésions diminuent, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut exploiter ces données? On a parlé de ChatGPT. Alors, on a créé, nous, un mini ChatGPT, tellement mini que c'est même difficile de faire une comparaison. C'est probablement de l'ordre de 50 à 100 000 paramètres. Mais on pose une question très simple. Je donne la conclusion, et puis je veux savoir si le patient progresse ou ne progresse pas. Et je saute sur l'occasion quand même pour signaler qu'on a un des experts mondiaux dans ces questions, avec Christian Levis ici, qui est quelqu'un d'extrêmement pointu, et j'ai la chance de pouvoir co-encadrer un étudiant en thèse qui va commencer l'année prochaine avec l'expertise de Christian. Donc je pense qu'on va pouvoir pousser ces technologies encore plus avant. Alors pour construire ce réseau, on a créé un set de données, 6000 scanners ou PET scanners qu'on a regardé manuellement pour pouvoir dire, voilà, effectivement, il répond, il ne répond pas. Et on a utilisé ça pour entraîner le petit réseau de neurones que je vous avais montré. Et on a ensuite regardé dans des rapports qui n'ont pas été utilisés pour résoudre le problème, si ça marche ou pas. Et vous voyez qu'on arrive très rapidement à 90% d'exactitude. Donc dans 90% des cas, le petit réseau de neurones est capable de dire le patient répond, le patient ne répond pas, et c'est correct à 90%. Alors qu'est-ce que ça veut dire 90% ? Ben, si on pose la même question à nos médecins, on a 90% d'accord. Donc on pense qu'on est relativement bon de ce point de vue-là. Et puis ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a exprès enlevé les mélanomes. Alors je suis désolé pour un petit biais sur le mélanome, c'est le domaine que j'utilise le plus en oncologie médicale dans la clinique. Et vous voyez que le mélanome, en fait, est une maladie avec d'autres types de métastatisation, d'autres radiologues. Et on voulait être sûr que dans un système qui n'a pas du tout été utilisé, on garde la performance. Et vous voyez qu'ici, on reste à 90%. Donc ça, c'est très rassurant sur le fait que probablement, cet algorithme est capable de donner des résultats qui sont probants. Donc la première chose à faire, c'était de savoir si les données intra-hospitalières correspondent à des données qui ont déjà été publiées. Vous voyez ici une grande étude clinique qui a coûté des centaines de millions, qui a été faite par Bristol Myers Squibb, qui compare 3 immunothérapies dans le mélanome. Et vous voyez que les données intra-hospitalières récapitulent extrêmement bien ce qu'on connaît de ces données internationales. On voit que les valeurs ici de survie ou de progression sont très similaires à ce qui a été publié. Donc ça, c'est très rassurant parce que ça va nous dire que le set de données qu'on a dans l'hôpital probablement reflète vraiment la réalité qu'on obtient dans des études randomisées qui sont vraiment le gold standard de la génération de données.
On a pu ensuite pousser les choses plus loin puisqu'on a accès à toutes les informations du patient et regarder si certains médicaments que le patient prend au moment où il commence une immunothérapie ont un rôle ou pas sur le devenir du patient. Et vous voyez qu'on est tombé sur les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est des médicaments qu'on prend tous, le Nexium, l'Entra. Et dans un contexte d'immunothérapie, il ne faut pas arrêter de prendre du Nexium pour autant maintenant, dans un contexte d'une immunothérapie, on se rend compte que les patients qui prennent cet inhibiteur vont moins bien. Et on a pu vérifier cela avec des études prospectives. On a contacté Bristol Myers Squibb et vous voyez qu'on a trouvé la même différence dans une des études mélanome très bien effectuées et on voit que la différence ici subsiste. Par contre, on ne la retrouve pas dans un autre groupe de patients d'une autre étude, donc probablement qu'on doit arriver à affiner quels sont les patients pour lesquels la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons peut avoir un impact sur le devenir. Mais je crois que ça illustre quand même bien le fait qu'on peut générer des données intéressantes qui peuvent potentiellement changer la prise en charge grâce à ces données de monde réel, des données intra-hospitalières, et qu'on peut partiellement valider ces découvertes par comparaison avec les études internationales. On ne s'est pas arrêté là. On peut maintenant, grâce à de nouvelles technologies qu'on appelle le process mining, avancer une étape de plus. Comme vous imaginez bien, un patient en oncologie subit un processus. Il y a une série d'étapes de traitement, de réponse oui ou non, traitement suivant. Et on peut utiliser ces nouvelles méthodes de science des données pour essayer de comprendre un tel arbre. Vous voyez ici les lignes qui sont en train, les lignes de traitement qui sont en train d'apparaître, et on peut maintenant analyser automatiquement ce genre de paysage de traitement et commencer à faire des comparaisons. On peut comparer par exemple la ligne orange et la ligne verte, et vous voyez que là, il y a apparemment une différence de survie entre les patients qui ont suivi la ligne orange et ceux qui ont suivi la ligne verte. Pourquoi c'est important? Parce que quand on est clinicien, et je parle vraiment ici de connaissances parce que j'ai de la peine à le faire aussi, on a beaucoup de peine à intégrer plus que la ligne N-1. On sait ce que le patient a eu la ligne d'avant, on va peut-être l'intégrer dans notre réflexion, mais tenir compte de toute l'arborescence, de tout ce qui est arrivé au patient, certainement pas. Or, on voit de la structure, on voit qu'il y a des chemins dans lesquels les patients vont systématiquement aller bien, et malheureusement, des chemins dans lesquels les patients vont systématiquement aller mal. Donc la question maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on peut utiliser ces technologies, pour autant qu'on ait suffisamment de données, pour aller déterminer le plus rapidement possible si le patient part dans un bras qui n'est pas le bon, et bien entendu, lui faire changer de trajectoire. Alors pour boucler la boucle de l'introduction de l'image que je vous avais donnée, on s'est attelé à essayer de répondre à la question que je vous avais donnée, à savoir, vaut-il mieux commencer par un traitement ciblé suivi d'une immunothérapie ou la séquence inverse dans le mélanome. Et donc on a extrait ce bloc et puis on a analysé la progression des patients. Et ce qu'on a trouvé dans les données hospitalières, c'est qu'au début, on fait mieux avec une thérapie ciblée, mais par contre, rapidement, on a une perte de bénéfice et en fait, l'immunothérapie fait nettement mieux. Et on a à peu près une différence de 20%. On a eu ces résultats peu de temps avant une étude randomisée qui est sortie et qui a montré exactement le même comportement. Donc, à nouveau, on a l'impression que ce process mining est quelque chose qui va vraiment beaucoup nous aider dans les années à venir pour détecter non pas les traitements, mais les séquences de traitement qui vont être les plus à même d'amener le maximum de patients vers le bénéfice clinique. Avec ça, je vais parler maintenant de la gestion des images et de la pathologie digitale. C'est, comme je vous le disais, je pense, un des domaines qui, à mon avis, va révolutionner l'oncologie. Je suis sûr que Laura Rubia pense la même chose que moi. On est capable maintenant d'utiliser l'intelligence artificielle sur des coupes de tumeurs colorées par cette fameuse méthode HE, qui sont scannées par des scanners à très haute résolution. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle pour extraire de l'information. Alors, on a créé tout un pipeline. D'abord, on isole la tumeur automatiquement. On est ensuite capable de détecter les noyaux automatiquement à nouveau. Ensuite, de classer les noyaux en type de cellules. Donc le noyau est reconnu et puis on est capable de dire, voilà, ça c'est un lymphocyte, ça c'est une cellule myéloïde, ça c'est une cellule cancéreuse. Et puis finalement, calculer des propriétés de comment ces cellules s'articulent les unes autour des autres pour détecter de la biologie finalement et être capable de prédire quel patient va répondre ou non et à quel traitement.
Alors là, je saute sur l'occasion pour à nouveau renforcer le fait qu'on a une collaboration extraordinaire avec le département diagnostic et Laura Roubia. Et ces équipes, non seulement au niveau du nombre de coupes qui sont disponibles, on a à peu près 1000 lames par jour qui sont obtenues au HUG. C'est le seul hôpital en Suisse qui est complètement digitalisé et un des premiers en Europe. Donc là, il y a un côté visionnaire, hein, et ça fait 5 ans que ça a démarré ici. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis aussi, on travaille sur des algorithmes en commun. Donc je pense qu'on a vraiment maintenant une autoroute qui s'ouvre à nous avec ces aspects. Ce qui est important, c'est qu'on pourrait dire on a des algorithmes qui sont tellement puissants, qui sont tellement capables d'apprendre qu'on pourrait peut-être passer directement de l'image au modèle et de demander au réseau de neurones, mais est-ce que ce patient va répondre ou pas? Si on est capable de l'entraîner avec suffisamment de données, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Alors on a exprès volontairement pas fait cela. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'aller dire à un patient, je vais vous traiter avec ce traitement ou celui-là, parce qu'il y a une boîte noire qui m'a dit que la probabilité de réponse était de 0,83. Il faut qu'on soit capable d'asseoir ces décisions sur des données intermédiaires qui nous rassurent. Et le fait de pouvoir voir comment les cellules s'articulent autour de la tumeur nous donne vraiment des valeurs objectives qu'on peut utiliser. Alors ce que je vous montre ici, c'est l'algorithme qui est en train de naître entre le département diagnostic et le DONCO, où on voit qu'au centre, on voit en vert, c'est peut-être pas très facile à voir, mais on a détecté déjà les lymphocytes, puis ensuite on détecte les autres cellules en jaune. Donc l'algorithme est vraiment capable d'apprendre de cette coupe standard. Et pourquoi on fait ça sur ces coupes standards? Parce que tout patient en oncologie a une coupe de ce type-là. Donc vous imaginez l'ensemble de données que ça va générer. C'est pour ça qu'on a essayé d'orienter tous nos algorithmes sur ce set de données. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire en pratique? L'idée maintenant, c'est de se dire, si je vais traiter une population ici avec une immunothérapie, est-ce que j'arrive à construire, sur la base de ces images, quelque chose qui va me séparer la population entre des patients qui vont aller très bien et des patients qui vont ne pas du tout bénéficier? Et pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le réseau de comment ces cellules interagissent entre elles. On travaille notamment avec le professeur Frossard de l'École Polytechnique, qui est un spécialiste des graphes et qui est capable d'utiliser des techniques assez révolutionnaires pour comprendre comment ces cellules interagissent entre elles. Et là, c'est le travail de l'équipe qui est ici, que je citerai après, qui a réussi à trouver un prédicteurs, Andrew Janovich et les équipes Michel Coindet qui sont ici, j'aurai la liste juste après. Et qu'est-ce qui a été détecté comme étant important? C'est le fait qu'un lymphocyte qui est dans la tumeur ait autour de lui une grande densité de cellules qui ne sont pas des lymphocytes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce lymphocyte est isolé dans le tissu tumoral et que donc il est en train de s'attaquer aux différentes cellules cancéreuses. Et en fait, ce prédicteur, dans nos mains, a montré une capacité très importante à séparer les patients. Vous voyez qu'on a vraiment des patients bleus qui vont très bien et des patients oranges qui vont aller mal. Comment est-ce qu'on peut utiliser un tel résultat dans la clinique? Eh bien, la situation est la suivante. Le patient que l'on veut traiter et qui aura une courbe moyenne de bénéfices qu'on voit ici, eh bien, on va pouvoir le séparer en différents types de patients, vraiment dans la ligne de ce que je vous disais en introduction. Si le profil, par exemple, si on prend ce descripteur de la densité de non-lymphocytes autour des lymphocytes est bon profil pour l'immunothérapie, le patient, on va le traiter. On sait que ce patient bleu sera sur la courbe bleue. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si le patient fait une toxicité, s'il y a des difficultés avec le traitement, on sait que ce patient est sur une courbe de haut bénéfice. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour essayer d'administrer le traitement. Au contraire, si le patient a un mauvais profil immuno, à ce moment-là, il sera sur cette courbe orange et probablement qu'on ne donnera pas le traitement d'immunothérapie. Alors bien sûr, ça va demander validation, mais c'est un petit peu vers quoi on veut aller. Par contre, ce patient ici qui a un mauvais profil, est-ce qu'il aurait peut-être un bon profil, mais pour un autre traitement? Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir la capacité d'assigner le patient vers différents types de traitements, parce que peut-être que ce mauvais profil immuno est en fait un bon profil pour une thérapie ciblée. Et on va comme ça pouvoir adresser les patients vers les bons bras de traitement de manière la plus directe possible.
Alors, la personnalisation permet bien sûr d'identifier les patients et le traitement qui leur correspond le mieux, mais permet également de définir des agents thérapeutiques personnalisés. Et je ne vais pas faire long, mais je voulais juste vous montrer des travaux qui ont commencé il y a longtemps avec Michel Coindet et Vincent Zoët, qui m'ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et qui on a travaillé ensemble sur la création de récepteurs de lymphocytes qui sont capables de mieux reconnaître la tumeur. Et pour faire ça, on a utilisé des simulations sur ordinateur de comment les protéines interagissent entre elles. On parlait dans l'introduction de Martin Karpus, et ça, c'était un des premiers papiers où on a essayé ces méthodes pour essayer de comprendre comment le récepteur du lymphocyte reconnaît les tumeurs. Et on a ensuite utilisé ça pour amener ces modifications et optimiser la reconnaissance des tumeurs. Et il se trouve que les papiers qu'on a publiés ont été repris par des cliniciens japonais et qui ont effectivement fait ça expérimentalement. Ils ont mis notre récepteur dans des lymphocytes. Ils ont fait un essai clinique et vous voyez qu'on a des réponses qui sont très intéressantes. Les barres vers le bas signifient que la tumeur diminue. Donc on a un beau taux de réponse dans différents types de maladies qui ont l'antigène qu'on cible avec ces récepteurs. Et on voit même qu'il y a certaines réponses qui sont durables. On voit ici des patients qui ont un contrôle de la maladie de plusieurs années. Alors maintenant la question, on a vu comment on peut générer des données, comment on peut essayer de prioriser le traitement. La question c'est comment est-ce qu'on amène ça concrètement vers le patient. Et on a pu créer il y a plusieurs années, comme il a été dit en introduction, un tumor board moléculaire lémanique entre l'IHUG et le CHUV. Et les patients qui sont candidats pour ce tumor board ont des analyses complexes qui sont effectuées. Et ensuite, on a toutes sortes d'expertises, c'est hautement multidisciplinaire. Les pathologues, des scientifiques de la donnée, des oncologues, bien sûr, des généticiens, toutes sortes d'expertises qui se mettent autour de la table et qui, de plus en plus, commencent à utiliser la science des données. On pense que la science des données va pouvoir entrer dans la prise en charge des patients au travers du tumor board moléculaire. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre un coup d'accélérateur d'ici 1 à 2 mois. Je vais vous en parler dans un tout petit instant. Le tumor board moléculaire a connu un succès énorme dès son lancement. On a plus de 3500 patients qui ont été pris en charge. Et à l'heure actuelle, il se positionne à la fin des traitements standards, là où on ne sait plus comment traiter le patient. Et vous voyez qu'on peut faire des propositions soit d'un traitement off-label, donc c'est un traitement qui n'est pas utilisé dans cette maladie, mais qui est connu dans un autre contexte, ou des essais cliniques. Et puis, on voit aussi ici qu'on a des cas où on ne fait pas de proposition, ou même on fait des propositions de ne pas faire un traitement qui pourrait être un traitement qu'on donnerait de manière empirique. Et ça, peut-être que c'est aussi une piste pour se dire, l'oncologie de précision ne va pas forcément faire exploser les coûts, ne va pas forcément augmenter le nombre de traitements, mais peut-être simplement faire un meilleur assignement entre la biologie de la tumeur personnelle et un traitement. Un exemple de type de succès, alors évidemment, tous les patients n'ont pas un devenir comme celui-ci, mais je crois que c'est quand même important de voir qu'on peut complètement changer la trajectoire oncologique d'un patient. Vous voyez ici un patient très jeune, qui avait 25 ans au moment où on l'a pris en charge, qui avait un sarcome très agressif. Il était en train d'avoir une maladie qui était incontrôlée sous chimiothérapie. Il lui restait probablement quelques mois à vivre. Il est passé au tumor board et on a trouvé une amplification d'un gène qui s'appelle PDL1. Vous l'avez peut-être vu passer sur certains slides. Et ce gène, en fait, est connu pour empêcher le système immunitaire de faire son action. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ce sarcome est connu pour ne pas répondre aux immunothérapies, mais le fait que cette tumeur avait besoin de ce mécanisme pour échapper au système immunitaire, on s'est dit, ah, peut-être que cette tumeur-là, chez ce patient-là, elle est finalement immunogénique. D'où l'idée de se dire, traitons quand même le patient avec une immunothérapie, et en fait, le patient a fait une réponse très spectaculaire. À ma connaissance, il est toujours en vie et bien portant, alors qu'il était vraiment dans une situation extrêmement délicate. Je n'ai pas le suivi exact, parce que c'est un patient qui est suivi en ville par nos collègues, mais ça montre aussi qu'on a une très bonne collaboration autour de ce tumor board moléculaire avec la ville également. Alors, je vous disais qu'on allait passer à la deuxième vitesse avec ce tumor board, au travers du projet SPHN, c'est le Swiss Personalized Health Network, qui a été évoqué par notre doyen. Et ce projet, en fait, consiste à faire passer maintenant les patients du tumor board. On va en enregistrer probablement 3000 dans les 2 années à venir, de manière standard, mais on va rajouter un bras ici où on va prélever
un échantillon frais de tumeur du patient pour pouvoir faire des études extrêmement larges qu'on appelle omiques, où il y aura bien entendu la pathologie digitale, mais également le screening moléculaire. On va prendre des cellules vivantes de la tumeur et puis les exposer à différents types de molécules pour voir ce qui peut marcher ou pas dans la maladie de ce patient. Et tout ça va être ramené au tumor board moléculaire dans des temps cliniques, c'est-à-dire entre 2 et 4 semaines, pour pouvoir faire des propositions de traitement aux patients. On a aussi un très gros projet de recherche qui va voir le jour. Et évidemment que là, la science de la donnée et l'intelligence artificielle vont jouer un rôle extrêmement important. Et bien sûr, toutes les données ici vont jouer un rôle extrêmement important aussi pour nous permettre de comprendre et d'apprendre. Et on a mis sur pied depuis plusieurs années un réseau d'échange de données à travers ce programme Swiss Personalized Oncology du projet SPHN, qui nous permet maintenant d'échanger. On a en fait défini le vocabulaire pour savoir comment on appelle un traitement de chimiothérapie de la même manière à Bâle, à Genève ou à Zurich. Et Sylvain Pradervant, qui me fait aussi le plaisir d'être ici, est vraiment le chef d'orchestre de ce programme. Et je crois qu'on a vraiment maintenant une machine extraordinaire pour générer des données à l'échelle nationale et plus uniquement à l'échelle d'un hôpital. Comme on l'a vu, la quantité de données est aussi importante et je crois qu'à travers ce vecteur, on va pouvoir aller de l'avant de manière sereine. Pour terminer, j'aimerais juste vous montrer quelques petites vignettes de projets qui ont commencé à naître au sein des HUG et qui me font chaud au cœur parce que je pense qu'on va vraiment dans une très très bonne direction. Le premier, c'est le projet DRAPO, dont l'acronyme a été inventé par Marc Davera. C'est Data Driven Analysis for Precision Oncology. L'idée, c'est d'être capable de faire un export massif de toutes les données de tous les patients des HUG, c'est des dizaines de milliers de patients, sur des données structurées. Alors on va bien évidemment utiliser les données structurées que Sylvain Pradervant et ses équipes ont travaillé. On va donc utiliser SPHN et on va essayer d'exporter ainsi tous les patients possibles pour avoir un très très grand set de données. On fait ça avec le DDIAG, la DSI. Caroline Samer nous a rejoint ici, je l'en remercie, et Yann Christina et le chef de projet. Et puis l'idée, je voulais vous la donner un petit peu conceptuellement comme ça, c'est de se dire, lorsqu'on est au tumor board moléculaire ou lorsqu'on est en clinique et qu'on a un patient pour lequel on a toutes les données cliniques, moléculaires, l'imagerie, est-ce qu'on peut, une fois qu'on aura ce grand set de données, et je pense qu'on l'aura très rapidement parce qu'on fait ça de manière systématique, on ne fait pas ça à la main, est-ce qu'on peut aller chercher dans ce grand ensemble des patients qui ressemblent à notre patient, mais qui ont eu un certain traitement, le traitement A, ou des patients qui ressemblent à notre patient, mais qui ont eu un traitement B. Alors, ressembler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de hautement complexe. Michel Coindet a beaucoup travaillé là-dessus. On a maintenant des métriques pour pouvoir dire que des patients se ressemblent, soit au niveau de la pathologie digitale, soit au niveau de la génomique, soit au niveau des lignes de traitement. Et on est capable de sortir des données qui sont du coup hautement relevantes pour ce patient-là. On est capable de dire, voilà, pour ce patient, avec ces paramètres-là, alors le traitement B fait nettement mieux que le traitement A. Données qu'on ne peut pas obtenir à l'heure actuelle par d'autres études ou par des données prospectives. Donc ça, c'est des données qui pourraient être extrêmement utiles, ramenées dans un tumor board moléculaire pour pouvoir prendre en considération le fait que probablement, dans ce cas-là, le traitement A n'est pas une bonne idée, et puis ensuite intégrer ça dans la prise de décision. On a aussi un projet de biobanque qui est très avancé avec Michael Pittet. L'idée ici, c'est d'adjoindre aux données cliniques qui vont dans cette base de données digitalisée des échantillons, notamment des échantillons vivants, pour pouvoir faire ce fameux drug screening et qui vont alimenter la banque digitale. Et cette banque digitale, c'est justement ce qui va être interrogé par le tumor board moléculaire, par les cliniciens, pour avoir le type de réponse que je vous ai montré dans le projet DRAPO, mais aussi pour pouvoir alimenter des projets de recherche avec le CRTOH, qui est le Centre de recherche translationnelle en oncologie et hématologie. Et puis, une fois qu'on a utilisé ces données digitales, d'aller identifier les échantillons
qui correspondent aux patients les plus informatifs pour répondre à une question. Et l'idée là derrière, c'est d'aller utiliser les échantillons physiques de manière la plus parcimonieuse possible pour éviter de se retrouver avec des échantillons qui ont disparu parce qu'on a fait des analyses successives. Donc l'idée, c'est vraiment maintenant de capitaliser sur ce dont on dispose et utiliser la partie digitale pour aller de l'avant. Alors avec ça, je dois saluer la formidable collaboration avec Michael Pittet qui, depuis qu'il est là, a donné un mouvement incroyable, notamment au niveau du CRTOH. On partage le même bureau au HUG de manière volontaire et ça nous donne la possibilité d'interagir et de travailler ensemble de manière fantastique. Et j'avoue que c'est un plaisir de tous les instants de pouvoir construire ces développements avec lui et toute l'équipe du CRTOH. Un projet stratégique, bien évidemment, c'est Agora, qui est un peu le bateau central du Swiss Cancer Center Léman. On a 3 co-directeurs. Je représente HUG, une IGE, avec Georges Koukos et Elisa Oricchio pour les PFL. Et on a beaucoup de projets très, très intéressants. On a des groupes genevois qui sont à Agora, donc on va essayer d'utiliser ça pour avoir des collaborations les plus fructueuses possibles des deux côtés. Et je signale aussi, par exemple, que notre chef de service de l'oncologie médicale, le professeur Adeo, est aussi le co-directeur d'un laboratoire des patients, quelque chose d'extrêmement innovant sur le site d'Agora. On a des partenariats stratégiques avec les PFL qui sont en train de se construire. On est en train d'aboutir sur un accord cadre qui va nous aider à faire des travaux de recherche de manière plus facile. Il n'est pas encore signé, mais il est, je crois, à bout touchant. On a des synergies importantes dans le domaine de la science des données avec Olivier Verscher et le SDSC, du Centre d'intelligence artificielle sous la direction de Pascal Frossard, avec qui on travaille sur ces méthodes de graphes, et puis, bien sûr, de l'ISREC, dont on a l'ancien directeur Dogan Aran qui est ici, avec Elisa Oricchio, avec qui on travaille déjà concrètement sur des échantillons de tumeurs de manière quotidienne. Voilà. Alors maintenant, évidemment, on a vu tous ces projets, on a vu cette innovation qu'on veut amener, mais bien évidemment, cette innovation ne sera rien, n'est rien sans un socle clinique extrêmement solide. Rien de tout ça n'aura de sens si on n'a pas une prise en charge clinique des patients qui est de tout premier plan. Et là, je suis très heureux de dire que c'est le cas. On a le chef de l'oncologie médicale qui est ici, de l'hématologie et de la radiothérapie, qui font un travail fantastique. On a, je crois, des équipes cliniques qui sont de tout premier plan en Suisse, en Europe et probablement au monde. Et donc, maintenant, on va devoir regarder ces équipes cliniques comme le lait sur le feu pour être sûr qu'on garde une performance absolue et même peut-être qu'on arrive encore à étoffer les rangs avec de nouvelles compétences. Sur ce socle solide clinique, on pourra construire des projets translationnels de l'oncologie de précision et puis finalement être capable de donner un enseignement de qualité par les talents qu'on va pouvoir recruter dans cet environnement. Je mentionnais les chefs de service et j'avoue que c'est un privilège de pouvoir travailler avec des gens de très haute qualité, que ce soit Alfredo Adeo, qui me fait le plaisir d'être ici, Paola Tsutsu, Yves Chalandon et aussi Nicolas Mac. On a, je crois, une très bonne synergie d'équipe. On veut vraiment co-construire un département, le porter le plus haut possible dans les années à venir et je les remercie déjà de tout le travail qui a été accompli. En conclusion, je pense qu'on est arrivé à une étape en oncologie où on est capable d'avoir des traitements qui donnent du bénéfice sur le long terme. Je pense qu'en adressant le bon patient dans le bon traitement ou la bonne séquence de traitement ou la bonne combinaison de traitements, on va pouvoir monter la barre de manière significative et je suis convaincu que la science des données va jouer un rôle fondamental dans cette transition. Alors pour terminer, il y a des personnes que je tiens absolument à remercier. C'est 3 minutes, je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas. Et puis j'aimerais vraiment commencer par des personnes qui m'ont inspiré au cours de mon cursus. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de croiser des personnes absolument formidables, à commencer par Jacques Dubochet, qui était mon mentor dans le programme MD-PhD.
Jean-Charles Serotini et Martin Karpus, qui étaient mes directeurs de thèse à l'Institut de Ludwig et à Harvard, et qui m'ont vraiment donné le virus de la recherche, l'envie de pousser ces recherches en oncologie le plus loin possible. Et puis Doug Hanahan, qui a été pour moi une étoile, un modèle à suivre, et que je remercie infiniment de sa présence ici parmi nous, et qui continue à faire une recherche d'une qualité exceptionnelle. J'aimerais aussi remercier une constellation incroyable au niveau des HUG de l'Université de Genève, avec une direction qui est sans faille et qui a une vision à moyen et à long terme qui me fait plaisir au jour le jour. Je crois qu'on a vraiment une chance énorme d'avoir un directeur, un doyen, un directeur médical qui ont une telle envergure, et vraiment je crois qu'on ne pourrait pas rêver mieux pour développer ces projets que la gouvernance dont on dispose. On a aussi un comité de gestion au niveau du département avec des personnes fantastiques. Je salue Christelle Demont qui travaille sans relâche pour m'aider, mon assistante à qui je dois tellement, ainsi que tous les membres du comité de gestion qui sont absolument fantastiques. Des collaborations interdépartementales extraordinaires. J'ai beaucoup cité Laura Rubia, et pour cause, je pense que c'est une des relations fondamentales. On a aussi Doron Merkler qui travaille au département de diagnostic et qui vient d'être nommé le représentant des HUG au niveau du conseil de fondation de l'Institut suisse de bioinformatique. Félicitations pour ça. Tom Mackey, qui est le chef de l'unité de pathologie moléculaire et qui est un partenaire de tous les jours au Tumor Board moléculaire. On se voit à peu près tous les vendredis à 12h15. Et j'aimerais ici aussi saluer les efforts extraordinaires de la DSI sous l'égide de Jean-François Prado et du Chief Data Science Officer Marc Davera, qui clairement ont une vision extraordinaire, nous ont déjà énormément aidés à avancer très rapidement dans la structuration des données. Et puis, je ne peux pas, bien évidemment, ne pas remercier du fond du cœur Pierre-Yves Dietrich, qui était l'ancien directeur du département d'oncologie, quelqu'un de magnifique qui a, je crois, créé une équipe extraordinaire avec des cliniciens qui, individuellement, sont dans le top de leur discipline, avec en plus une cohésion au niveau humain qui est exceptionnelle et qui est vraiment, je pense, le fait de Pierre-Yves, entre autres. Je n'ai pas pu montrer tout le monde, j'ai respecté le droit à l'anonymat digital de la doctoresse Ben Issa, dont on ne trouve pas la moindre photo n'importe où sur Internet, même quand on lui demande. J'aimerais aussi remercier des gens qui nous ont soutenus et continuent à le faire. Suzanne Gasser, qui a eu un rôle extraordinaire, dont je remercie la présence aujourd'hui, extraordinaire à tous les moments, au moment où on a discuté de rapprocher les oncologies, pour la Fondation ISREC, le président de la Fondation ISREC, Pierre-Marie Glauser, que je salue également et que je remercie, Madame Catherine Labouchère, qui nous a aidés de manière absolument spectaculaire, ainsi que Patrick Codier, qui nous aide à essayer de trouver des financements, à essayer de construire ce modèle, et des fondations, Research for Life, FAMSA et Philanthropia, nous ne serions pas là parce que nous n'aurions pas les résultats dont nous disposons actuellement. Et puis, encore une fois, il y a peut-être un leitmotiv là, mais j'aimerais vraiment remercier personnellement Michael Pittet, qui est vraiment une personne extraordinaire. On partage énormément de sciences et beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un de fantastique et je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir cet alignement entre la partie clinique, la partie recherche, qu'on veut essayer d'avoir la plus interdépendante possible dans les années à venir. De nombreux chercheurs que je n'ai pas le temps de citer, mais qui ont tous œuvré, et j'espère pouvoir compter sur tous dans les années à venir. Et puis finalement, très important, ma famille, mon père et ma mère, qui m'ont vraiment donné le virus de la science et de la médecine, et je les en remercie, ils ont toute mon affection, bien évidemment. Les soleils de ma vie, Aurélie et Audrey, qui sont les deux présents ici. Mes amis, ma famille de proches, et puis mes amis qui m'ont fait le plaisir de venir ici de l'autre bout du lac, mais c'est finalement pas si loin. Et avec ça, je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci.